La bienvenue dans cet espace en envisageant et en élaborant des stratégies en faveur d'une justice réparatrice pour les populations du delta du Niger en raison des dommages causés à la santé de la terre et à la santé des populations par les multinationales pétrolières telles que Shell. Ce webinaire, il s'inscrit dans une lignée d'organisation et de campagne menée par des communautés affectées par le pétrole qui résistent à l'exploitation de leurs terres depuis des décennies. L'année dernière, en mai 2023, The People's Health Tribunal de Shell et Total a reconnu Shell coupable de génocide et d'écocide et a tracé la voie vers des réparations basées sur les demandes et les témoignages des communautés. Vous pouvez avoir accès à ça en ligne et quelqu'un va, je l'espère, le mettre dans le chat. Dans cet espace, on est guidé par les pratiques et les reconnaissances et les connaissances des peuples autochtones, des peuples de la terre et des peuples de l'eau, et on affirme la relation profonde de ces peuples avec leur terre ancestrale, dont découle leur culture et leur langue, ainsi que leur droit à l'autodétermination de leur terre. La santé est comprise dans son sens le plus large. Cela signifie que la santé n'est pas seulement un état complet de bien-être physique, mental et social, qui concerne l'individu, mais qu'elle est aussi collective, écologique, culturelle et spirituelle. À partir de là, on affirme le droit universel à la santé. Nous reconnaissons les systèmes de pouvoir qui se renforcent mutuellement et qui sous-tendent les idéologies d'extraction et de domination au cœur des pratiques de Shell, à savoir le colonialisme, le capitalisme racial et le patriarcat. Et la nécessité de les démanteler, ces systèmes, pour parvenir à la libération. Aujourd'hui, on va explorer l'histoire du delta du Niger, les tentatives de Shell de quitter le delta du Niger sans nettoyer, et l'organisation et la campagne des communautés, les procès à venir contre Shell et comment on peut s'organiser nous ensemble pour obtenir des réparations et la justice. On va entendre parler de l'histoire du Niger Delta par Nimo. De Joe, on va entendre parler du procès contre Shell. Et Nanclé, on va entendre de Nanclé sur l'expansion en fait de Shell et les crimes contre les communautés en lutte actuellement. Je vais passer à Rhiannon maintenant, qui va donner une petite introduction sur Nimo, qui nous a rejoint aujourd'hui. Nimo, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui et d'amplifier ces luttes. S'il vous plaît, partagez ce que vous entendez aujourd'hui dans cette séance aux autres et les manières de s'organiser contre Shell. Nimo, à vous. Merci. Merci, Michaela. Juste pour être sûr qu'on a tout dans les langues après, euh, est-ce qu'on est en train d'enregistrer en anglais, en espagnol, en français? Ouais, super. Merci. Alors, je demande juste à Clara si on va avoir les enregistrements en français et en espagnol après. Oui, normalement, c'est bon. Je vais les laisser discuter de la tech là. On va commencer avec Nimo qui va introduire le background, l'histoire des luttes pour la justice dans le delta du Niger. Nimo Bassi est un architecte, un poète, un écrivain et le directeur du groupe de réflexion écologique Health of Mother Earth Foundation. Il est aussi membre du comité directeur de Oil Watch International. Et il a été président de Friends of the Earth International et directeur exécutif de Nigeria's Environmental Rights Action. Et donc, allez-y, Nimo.
Merci beaucoup, pour votre introduction. Merci à tout le monde, qui est ici aujourd'hui, pour ce webinaire. Malheureusement malheureusement, on n'a pas une belle histoire à raconter, ce qui concerne le delta du Niger. Malgré, des années de lutte, il y a encore beaucoup de luttes, à conduire et on est, hyper, content d'avoir, une solidarité internationale pour en discuter. L'histoire, du pétrole, au Nigeria est une histoire de crime, heu et chaque, raffinerie est une scène de crime. Après, 93, le pays entier a été, laissé à des compagnies. Mais c'est Shell, qui a construit, le premier lieu qui était commercialement viable et depuis, c'est une histoire de terreur, de pollution et de d'irrespect, pour l'écologie inimaginable, avec une terrible relation avec, l'air, la terre. La terre est contaminée, l'eau est contaminée, le sol est contaminé. Récemment, des recherches, montrent que des lieux contaminés, jusqu'à 5 kilomètres de profondeur. Mais en fait, même pour remédier, heu, à part à même quand les solutions ont commencé, pour y remédier, la pollution est allée, jusqu'à 10 kilomètres de profondeur. Récemment, je suis allée, faire un tour, pour, voir les lieux pollués. Alors il y a un monument national, heu, à différents puits pétroliers, heu, des lieux, qui ont été, exploités dans les années 50, 60 et depuis abandonnés. Et en fait, les puits pétroliers, ils continuent, de polluer l'environnement, même s'ils sont depuis les années 60 quand ils ont été forcés à être, puisés. C'est incroyable que les compagnies peuvent juste, s'enfuir en fait, se laver les mains des crimes qu'ils ont commis. Alors, dans ces zones, chaque femme, qui, ont eu leur, sang testé ont des traces, de pétrole et de chemicals. Donc, la situation dans le delta est une situation de crime, d'extravisme, motivé politiquement, économiquement et continué et projeté, par, des crimes, de marketing, environnemental. Les, causes de la pollution ne sont pas examinées et on ne regarde pas où le carbone, est extracté en premier lieu. Alors c'est très bien documenté, heu et la plus grande, confirmation, c'est un rapport, des Nations unies en 2011 où les leaders, en fait, complaignaient déjà dans les années 90, des crimes, de l'eau polluée, des terres polluées, où on trouvait, du benzine, bien au-delà des normes environnementales. Donc il y a des quantités incroyables, de contamination par capita, 1,5. Je vais vous donner d'autres exemples des crimes dans le Niger du delta du Niger, des crimes, d'impunité.
pour 1 litre de bon pétrole, ça contamine 1 million de litres, d'eau potable et on a des centaines de milliers, de litres de pétrole, qui tombent dans les eaux, du delta du Niger. Donc imaginez, la pollution qui, dérange, les végétaux et 1 puits de pétrole avait, coulé en fait, à Santa Barbara et ce déversement de pétrole a duré 6 semaines et en fait, ils ont menti. Ils ont dit que seulement 3 000, la vérité, c'est que c'est 500 millions de alors maintenant, les crimes, les plus parlants, c'est ceux qui sont actuels et qui durent depuis plus de 4 ans. C'est, sur la côte, du Ondo State, dans des, dans des eaux peu profondes de 10 mètres. Et en fait, ce déversement brûle actuellement. Quand on en parle, on peut le voir depuis la côte, ça détruit l'eau, heu, c'est une terreur pour les communautés, ça brûle continuellement. C'est, documenté, c'est connu, il y a des vidéos, ça a été, sur les infos, mais il y a un silence complet, des responsables. Donc, une impunité pure, dans le delta du Niger et les feux de gaz, sont vraiment un énorme problème. Dans les années 60, les officiers coloniaux anglais, quand ils ont commencé, c'est devenu une industrie, standard de gaz, à ce moment-là, avec ces destructions et maintenant il y a un marché pour ce gaz, pour ce pétrole. Ils brûlent ce pétrole, dans plus de 120, lieux dans le delta du Niger. De jour et de nuit, ils pompent et ils créent, des gaz dans l'atmosphère. La moitié des torchages de Shell étaient dans le Niger du delta. Quand on parle de transition juste, dans, le pétrole, dans les secteurs de l'énergie, surtout par rapport au changement climatique, il faut parler d'environnement propre, de médiation, de rémédiation, de restauration et de réparation, heu, pour ces crimes. C'est pas une, blague, c'est une blague pour personne. Une, une transition juste, c'est une transition post, extractiviste.
On ne peut pas avoir une transition basée sur l'extractivisme. Sinon, c'est basé dans le colonialisme vert, ce qu'on est en train de voir en fait commencer. Donc, ce qu'on va faire, une des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est de décoloniser nos esprits et il faut qu'on pense aux énergies post-fossiles, arrêter les énergies fossiles. Et donc, voilà, c'était un peu d'histoire sur les crimes pétroliers dans le delta du Niger par les compagnies. Merci beaucoup, Nimo, pour cette histoire. C'est une histoire d'impunité, de crimes contre l'environnement, de crimes contre les peuples de ces terres. Je vais inviter Ken à parler. Maintenant, Ken est un écrivain, un militant et un directeur un ami de We the People Nigeria. Il fait campagne pour la justice et les réparations pour les habitants du delta du Niger. Il est actuellement boursier du défi Bertha 2024 pour démystifier les mensonges et crimes de Shell dans le delta du Niger. Je vais demander Ken maintenant. Ah oui, et comme Michaela a dit, Ken a aussi euh, coécrit le speech de Michaela à l'Assemblée générale à Shell par We the People. Et Ken va nous parler de comment les multinationales essaient de partir rapidement du delta du Niger sans payer de réparation et sans nettoyer derrière leurs crimes. Merci Ken. Merci beaucoup. Rhiannon, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Merci. Merci Nimo Bassi. Merci pour de nous avoir donné un contexte. Et Nimo a dit quelque chose de très important, le fait que le delta du Niger est une scène de crime. Et quand il y a un crime, en fait, les criminels partent de la scène de crime. Et c'est ce que Shell est en train de faire. Ils voient le crime qu'ils ont commis depuis plus de 70 ans. Donc, il y a les crimes environnementaux que Nimo a très bien décrits. Mais c'est aussi important pour nous de voir que Shell a travaillé avec le gouvernement nigérian pour cacher en fait ces crimes sur les peuples du delta du Niger. Il y a des crimes qui ont vu une attention globale, mais il y a des massacres aussi dans des communautés où des massacres ont été perpétués contre les peuples parce que les peuples ont demandé à être consultés et ont demandé le nettoyage des crimes de Shell. Shell a appelé les forces sécuritaires du gouvernement pour attaquer les populations locales. On a demandé à ce que Canal aille un tout petit peu plus doucement. Excusez-moi. Donc, le révérend Nimo a parlé de deux rapports, le Biosac Environment Commission Report et un autre qui dit que le premier lieu où Shell a extracté du pétrole, en fait, les gens buvaient de l'eau qui causait des cancers à cause du benzine. C'est une terrible histoire du delta du Niger. L'espérance de vie est de 41 ans dans le. C'est ces crimes, en fait, que cette compagnie a commis. Donc, il y a l'incendie.
En fait, la compagnie, elle a détruit un écosystème un des écosystèmes les plus sensibles du monde et ça va prendre un minimum de 30 ans, une génération à réparer, ces destructions et c'est important de savoir qu'après avoir, ex extrait le pétrole depuis 70 ans et détruit des villes, de l'environnement et des peuples autochtones, la compagnie Shell maintenant vend ses parts. En fait, leur divestissement, je fais recherche sur ce divestissement, sur, leurs informations, leurs mensonges. Je le fais dans le contexte de mon travail, heu heu, dans le défi Bertha 2024, dans le contexte de mon travail et en fait, donc Shell vend ses assets. Shell part du delta du Niger Delta parce que, ça a été problématique pour eux de travailler là-bas, soi-disant. Mais on sait que c'est un mensonge. Shell part du delta du Niger parce que les gens demandent, la justice écologique. Les peuples, du delta du Niger, ont trouvé une voie critique et des partenaires, et en fait, leurs voix sont en train d'être entendues et la justice est proche. Shell voit cette arme fumante et donc Shell part du delta du Niger. Comment est-ce que Shell fait ça? Shell vend en fait ses parts, à sa compagnie Renaissance Energy, mais c'est une compagnie qui a une brève histoire. D'abord, Renaissance Energy est une compagnie qui vient de voir le jour il y a 2 ans. Elle n'existait pas avant. C'est, 5 compagnies en tout. Ce qui est intéressant dans leur leadership, le leadership de Renaissance Energy, c'est que 90 de leur management, ceux à qui appartient la compagnie, sont des anciens employés de Shell. Donc ils ont travaillé avec Shell pendant, 30 ans. Donc c'est, un club de garçons Shell qui reviennent ensemble pour racheter, les parts de Shell. Le second point qui est intéressant, c'est que Shell prête de l'argent à Renaissance Energy pour acheter, les parts de Shell. Shell prête à Renaissance Energy de l'argent pour acheter les parts de Shell. Si ça sonne pas criminel, je sais pas ce qui sonne criminel et en fait, tous les employés, de Shell vont être gardés par Renaissance Energy et donc Shell, en fait, va continuer à mener, Renaissance Energy. En réalité, la seule chose qui change, c'est le nom Shell et le logo. Renaissance Énergie avec, un nouveau logo, va prendre les parts de Shell, va garder, leurs activités. Shell, leur prête de l'argent. S'ils ont besoin de plus d'argent, ils leur prêtent plus d'argent. C'est en fait ça qui est en train de se produire. Shell, clairement, est en train de fuir, les vagues de justice en vendant, en fait, une compagnie à des amis, nigérians et en fait, c'est pour fuir les coûts, de réparer le delta du Niger. Ils fuient les coûts, de leurs abus, et crimes, contre les peuples depuis 70 ans et c'est soi-disant, via le divestissement. Mais en fait, c'est pas vraiment un divestissement parce qu'ils vont quand même être complètement opérationnels dans le delta du Niger. Notre argument, c'est que avant que n'importe quelle compagnie ou avant que Shell parte du delta du Niger, c'est important, crucial, qu'avec ces rapports scientifiques, sur les impacts dans le delta du Niger, qu'on fasse, des rapports, de pratiques coloniales, des rapports de pratiques environnementales sur 70 ans, heu, de crimes sur ces lieux, avant que la compagnie parte. Si Shell a le droit de partir sans, sans être mis à compte, ça va être, encore plus difficile pour, les populations autochtones,
d'avoir accès à la justice. Donc, la restauration, ça se fait avec ces recherches. J'espère que j'ai pu, mettre la lumière sur le contexte. Merci beaucoup Ken. Merci, de nous avoir, exposé la négligence criminelle de Shell, et la fuite qu'ils sont en train de planifier en fait et oui, la justice que les communautés demandent. Ces mouvements, pour la justice, ça fait des décennies qu'on les voit et dans ces mouvements, beaucoup de communautés, ont amené Shell en justice au Nigeria et maintenant aussi au Royaume-Uni et dans ces campagnes, dans cette approche des mouvements environnementaux, donc les approches scientifiques, les approches légales. Je veux maintenant introduire, Joe, qui est un avocat, associé chez Leadey, qui travaille, sur les litiges, liés à l'environnement et aux droits de l'homme. Il représente, notamment, dans une legal team, plus de 13 000 personnes des communautés Dogalé et Bélé qui ont souffert, de la pollution pétrolière dévastatrice causée par les opérations de Shell dans le delta du Niger. Joe travaille, sur, ce cas, historique, qui va être amené dans les cours, du Royaume-Uni. Shell est une compagnie, anglaise, qui a commencé pendant le colonialisme, du Royaume-Uni et donc une énorme responsabilité, dans le cœur impérial, dans le Royaume-Uni. Une grosse responsabilité ici. Donc Joe va parler de la signification de ce cas, de cette affaire. Merci tout le monde. Je m'appelle Joe, je suis de l'IDEA. On a parlé de 2 cas en fait, sur le delta du Niger. On représente 3 communautés, dans le delta du Niger depuis plus de 10 ans. Ça, c'est, la communauté Bodo. Nimé, a donné un peu de contexte pour ce cas. C'est, Shell en fait, originellement avait dit que c'était 4 000 barils de pétrole, mais après des années, en justice, en fait, c'était plus d'un demi-million de barils de pétrole qui avaient été déversés. En 2015, il y a eu une fin à ce procès, mais on continue à suivre Shell pour le nettoyage aujourd'hui. Shell a dit qu'ils ont presque fini, le nettoyage de ces événements dévastateurs. Mais en fait, si vous allez dans les communautés, vous pouvez voir du pétrole, heu, partout, dans les mangroves, dans les sites de restauration, c'est pas propre, en fait. Il y a énormément de travail encore à faire et un impact dévastateur sur les communautés bodo. L'autre cas, c'est, pour représenter, Gale et Bili communities et en fait, c'est surtout pour, essayer d'éviter que Shell évite la responsabilité de leurs crimes. Shell a commencé beaucoup de technicalités légales, de nombreux cas, en pause pendant plus de 6 ans. Ils disent que, malgré que Shell, soit une compagnie du Royaume-Uni, heu, ils ne devraient pas être, rendus, responsables dans les cours de justice, anglaises. Mais on a réussi en fait, la communauté a réussi, dans la poursuite de justice. Mais le contexte pour nos clients, c'est que dans la Belay Community, avec les tactiques de Shell, plus de 10 de la communauté, a été tuée par les actions de Shell et donc ces gens, qui sont morts ne vont pas pouvoir voir les résultats de leur poursuite de justice. On est à un moment crucial, en fait, en ce moment, dans cette affaire. En novembre, l'année dernière, on a pu,
amener des clauses, sous la constitution, nigériane. Pour la première fois au Royaume-Uni, les gens vont pouvoir amener des causes, en cours de justice en Angleterre, pour, heu, crimes sur leurs moyens de subsistance et de vie. Donc on a des on va en cours en février pour voir comment ça va être, comment ça va se passer, au Royaume-Uni. Parce que là, en fait, on applique, la loi nigériane, de la constitution nigériane dans les cours du Royaume-Uni. Et donc la cour en février va observer comment est-ce que ça peut être, quels va être les bons procédés. On Ken a parlé un peu de divestissement, désinvestissement, et en fait, on voit 2 types de désinvestissement. On voit Shell qui essaie de, voilà, lâcher toutes ses parts et quitter, le delta du Niger, avec, le consortium Renaissance. Et en fait, le prix d'achat, c'est, 1,2 milliard de dollars. Dans ce deal, Shell prête, 1,1 milliard à Renaissance, et 1 milliard de plus, à l'entité, en fait, pour, pour avoir des parts. Et ils sont aussi en train de vendre leur propre, en fait, il y a beaucoup d'actifs qui sont en train d'être vendus discrètement à des compagnies au Nigeria. Et donc en fait, on entend: «Ah ben il y a 3 ans, ça a été vendu par Shell, donc on peut rien faire». Et en fait, on voit, que ça se passe encore et encore. Et donc Shell, à la fois, dit qu'ils peuvent pas être rendus responsables des destructions environnementales, parce que c'est impossible de dire qui a causé, quelle destruction, parce qu'ils ont peut-être désinvesti il y a quelques années. Donc en fait, on travaille, très durement là, pour les rendre responsables, pour, montrer leurs responsabilités. Nimo a expliqué, le rapport de 2011 des Nations unies de 2011, avec les niveaux de benzine qui ont été montrés. Et nous, on a récemment fait des recherches, et en fait, les niveaux de benzine sont bien pires. Et il y a 13 ans, ça a été annoncé comme une urgence, parce que c'est, une situation très sérieuse, et on essaie vraiment, de montrer la responsabilité de Shell. C'est une situation très compliquée. On le fait en conjonction avec, beaucoup de partenaires, au Nigeria, des supporters ici au Royaume-Uni. Merci beaucoup, c'est, une lutte, très vitale. Alors je suis allée un peu au-dessus de mes 5 minutes, j'en suis désolée. Merci beaucoup, Joe. Vous nous avez partagé que 10 de votre clients, sont décédés depuis, le début, de ces poursuites en justice il y a 10 ans. C'est terrible. Ça montre vraiment, beaucoup, l'importance, de la restauration écologique, et environnementale, pas seulement les compensations, que ces compagnies, pensent,
qui peuvent seulement, qui peuvent seulement compenser alors qu'en fait, ils sont en train de polluer, le sang des personnes, les terres de ces personnes encore toujours aujourd'hui. Alors juste après maintenant, je vais inviter Nonclé, heu, à nous parler aujourd'hui. Nonclé est une, défenseuse des droits de l'homme, et membre du comité de crise Amadiba en Afrique du Sud, une communauté qui lutte, actuellement contre le projet de forage pétrolier offshore de Shell sur son territoire. Ce que font en fait ces multinationales, elles bénéficient, de la déconnexion, des communautés, qui sont affectées par leurs crimes, de personnes, qui sont dans ces pays où les compagnies opèrent. En Afrique du Sud, Shell, veut commencer en fait un forage et donc vient avec les mêmes promesses, que d'habitude, une promesse de travail, de prospérité. Mais on sait très bien, de par le cas du delta du Niger, que c'est un mensonge. Et du coup, ici, on met en lien, les communautés et les luttes, c'est hyper important. Donc Clé, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Noncle Mbuthuma, d'Afrique du Sud. J'espère que vous pouvez m'entendre, bien parce que ma connexion est pas super. Ouais, ici en Afrique du Sud, on on a des problèmes avec, Shell. Shell, veut faire des forages, de gaz et de pétrole dans nos océans et quand ils ont amené, cette proposition, tout d'abord, en tant que communauté, qui habite sur les côtes, en tant que personne, en tant que personne où l'océan fait partie, de notre subsistance, de nos lieux sacrés, on n'a jamais été, consultés en fait par Shell. Donc Shell, quand ils ont découvert, le gaz et le pétrole, ils ont seulement parlé au gouvernement, hem et avec la monarchie seulement, le gouvernement et la monarchie et donc ils ont décidé: «C'est bon, le contrat est fait, tout va bien». Mais quand on a entendu, la nouvelle de ce contrat, on a tout essayé pour parler à nos ministres, pour leur dire, qu'on a entendu, qu'ils ont déjà donné permission en fait, que Shell, peut commencer des études sismiques dans nos océans sans notre consentement. Et le ministère, répond, très facilement: «Ah ben non, la monarchie a été consultée, mais la monarchie doit, consulter maintenant le peuple». Mais c'est inconstitutionnel. La constitution d'Afrique du Sud, c'est très clair que tout le monde qui commence un développement doit consulter les communautés, pas les monarchies. Les monarchies sont pas les communautés sont pas les monarchies. Pour nous, ça nous rappelle en fait, qu'on qu'on vient, du régime de l'apartheid où nos leaders traditionnels ont été utilisés, comme, outils pour voler, les terres des peuples. Ils ont été utilisés pour signer, des deals sans le peuple. Ils ont été utilisés comme, mais en Afrique du Sud, les chefs ne sont pas, les propriétaires de la terre. Ils veillent au-dessus de la terre, mais ils ne sont pas, propriétaires. Maintenant, c'est quelque chose qu'ils ont ignoré, mais on a fini en fait en cour de justice pour montrer, que Shell ne peut pas, forer notre océan sans notre consentement et Shell en fait se plaignait que parce qu'ils complaignaient parce qu'ils disaient: On va créer beaucoup de travail et que ça va être super pour l'économie de l'Afrique du Sud» et parce que l'économie, bon, en Afrique du Sud. Mais pour nous, ça veut rien dire parce que l'océan, pour nous, est un lieu sacré, notre maison et si vous détruisez l'océan,
vous nous détruisez nous, vous détruisez notre connexion avec nos ancêtres, notre connexion avec l'Afrique du Sud. Il faut reconnaître la pratique des cultures, de nos spiritualités. C'est une part, de qui nous sommes, due à nos cultures. Et donc s'ils viennent forer l'océan, alors vous nous déconnectez de notre océan, de nos ancêtres, et c'est ça notre argument. Et aussi pourquoi, pardon, ce que Shell n'a pas, considéré, c'est, les conséquences sur les moyens de subsistance des, populations sur la côte. Ils ont absolument pas considéré ça. Ils ont simplement dit: «Ah mais on va créer des travails, près de l'océan». Mais on sait que le gaz et le pétrole, c'est court terme, c'est pas un développement soutenable, c'est pour des gains court terme. Aujourd'hui, les pêcheurs et les pêcheuses dépendent, de l'océan. On le passe de génération en génération. Quand on pêche dans l'océan, on le fait de manière traditionnelle. On n'utilise pas les gros bateaux. On utilise, nos cannes à pêche et de manière soutenable, et c'est pour ça qu'on a toujours la vie marine dans nos océans, qu'elle continue de vivre. Mais Shell, leur argument, c'est qu'ils vont créer du travail. Mais pendant combien de temps? C'est ça la question. Pendant combien de temps est-ce qu'ils auront du travail pour nous? C'est court terme et on ne peut pas, en fait, et on peut pas se rendre, capituler au court terme, capituler de notre long terme. Alors on est allé à la Cour suprême et la Cour suprême a dit que Shell n'a pas, considéré les pratiques de droit culturel des populations, que Shell n'a pas considéré, les besoins de subsistance, mais aussi, le réchauffement climatique qui affecte tout le monde, et toutes ces choses sont très, très importantes, heu et Shell, en fait, devait les considérer, et ils n'ont pas considéré ça. Ils n'ont pas considéré les peuples. Shell ne peut pas continuer maintenant parce qu'ils n'ont pas considéré toutes ces choses très importantes. Et Shell maintenant a décidé de faire appel à cette décision de la Cour suprême, la décision de la Macondo High Court, la Cour suprême. Shell a dit que c'est injuste. Shell a dit que c'était injuste parce qu'ils sont là pour, faire du bien en fait à l'Afrique du Sud. Heu Shell, en fait, pose des arguments économiques, mais c'est bien drôle parce que nous, on leur a dit que, en tant que communauté, si on veut voir du développement, oui, très bien, mais on va pas compromettre notre, crise écologique, la crise écologique dans laquelle on est en Afrique du Sud aujourd'hui. On habite dans des endroits où même en 2022, il y avait des inondations. Des gens aujourd'hui vivent, dans des communautés, où ils ont été déplacés, de leur maison. Il y a beaucoup d'effets d'impact hyper négatifs, du réchauffement climatique, et si on considère la route économique, heu, ça peut pas compromettre, notre vie. Shell, avec, son gaz et son pétrole, veut compromettre notre vie et compromettre la biodiversité. On a besoin on a besoin d'encore plus de biodiversité qu'avant, et il faut tous qu'on mette la biodiversité avant le profit. Mais malheureusement, Shell ne parle seulement, de capital, et ce qui va leur, faire bénéfice, en fait. Mais nous, en tant que communauté, on va souffrir de ça, et donc quand Shell fait appel, nous, ce qu'on a fait dans la Cour suprême des appels, on alors donc la cour des appels a encore, mis un jugement contre Shell, un jugement qui dit que, Shell doit consulter les communautés. En fait, c'est constitutionnel, ils doivent. S'il y a un développement dans les eaux profondes, heu heu, c'est des eaux, sur lesquelles on dépend, et donc si Shell pense,
que c'est dans les eaux profondes et donc il y a pas besoin de consulter les communautés, on va pas besoin de déplacer des gens. Non, mais c'est pas seulement sur, une question de displacement, c'est pas seulement une question de compensation, c'est une question de nos vies, c'est une question de nos choix, en fait, de notre voie, de faire nos choix, de développement et pas celui des multinationales. Donc Shell doit comprendre que les communautés ont un droit d'autodétermination, et c'est pas le droit des grosses compagnies qui décident toujours. Nous décidons parce que quand le développement est ici pour nous détruire, ça ne détruit pas les compagnies, ça nous détruit nous et donc si le développement est par rapport à nous, s'il est pour nous, soi-disant, et ben, c'est nous qui décidons, c'est pas de l'autre côté, c'est pas de dans l'autre sens. Alors après le jugement, qui les a forcés à faire une consultation, Heu, on a vu en fait dans la cour des appels, que ça a rendu, moins solide le jugement, de la Cour suprême. Parce que ça a seulement en fait rendu visible la nécessité de consultation. Mais le problème des droits culturels, toutes ces choses ont pas été considérées dans la cour des appels. C'est un problème. C'est le point principal, la considération principale des communautés, c'est les droits de subsistance traditionnels, et cetera. Mais la cour des appels n'a pas considéré cela et donc c'est pour ça qu'en tant que communauté costale, on a décidé de faire appel à l'appel de Shell. Hem, et donc on a dit: «La consultation, c'est pas suffisant». La consultation, c'est très facile pour eux en tant que multinationales. C'est très facile d'être forcés à faire ça. Ils savent très bien que quand ils viennent dans les communautés, ils tiquent des boîtes, des checklists, et c'est pas, des consultations, qui ont du sens en fait. C'est pas des consultations réelles. Nous, on veut on veut un consentement, informé, et on veut un libre consentement et informé, en fait, et on veut qu'ils écoutent les gens, mais eux, ils s'en fichent. Eux, ils vont dire: «Oui, oui, on a fait consultation avec les gens». Mais tant que Shell, en fait, informe leur checklist, c'est pas un réel consentement avec nos communautés. Alors donc maintenant, on a fait appel contre leur appel. À la cour, on a fait appel pour montrer que, ce jugement en cour d'appel, en fait, a rendu, plus faible, le jugement de la Cour suprême, heu, qui était en rapport avec les pratiques traditionnelles et nos pratiques spirituelles. Heu, on parle, de crise climatique catastrophique et le gouvernement d'Afrique du Sud a signé, des lois, heu, appelées, voilà, le Climate Change Act, l'acte sur le changement climatique. Alors on s'attend pas à ce que Shell respecte ça. Mais heu, il y a déjà une loi sur le fait qu'il faut qu'on travaille ensemble pour mitiger les conséquences du changement climatique. Mais donc ça peut pas être seulement pour les compagnies minières, il faut que ce soit aussi, pour les impacts sur les communautés costales. Quand on va aller en cour constitutionnelle, on veut vraiment être sûr que ce cas en Afrique du Sud, se base pas seulement pour l'Afrique du Sud, mais tous les autres pays qui sont en train d'être affectés par Shell. Tous les autres pays doivent aussi être protégés, de ces compagnies, multinationales. Parce que toujours, ils ne respectent pas, les communautés. Ils font comme si on n'était pas éduqués, mais quand c'est par rapport à l'eau, l'océan,
la terre, c'est nous les professeurs, c'est nous, on va pas abandonner. Merci beaucoup, Noncle, d'avoir, donné un brief sur la situation dans votre communauté, en Afrique du Sud. Et avant qu'on continue, j'aimerais juste, dire quelque chose. Alors on va avoir des questions. Heu, je vais commencer avec quelques questions, mais n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On va prendre toutes les questions, surtout s'il y a des questions que vous aimez beaucoup, vous pouvez mettre un emoji dessus, pour, pour montrer que vous aimeriez bien, voir une réponse à cette question. Donc on va faire des questions pendant les 30 prochaines minutes jusqu'à 16h30 en Afrique du Sud et 15h30 au Royaume-Uni et puis après ce sera la fin de ce webinaire. On va partager 2 pétitions et actions. Une pour les gens au Nigeria d'écrire à vos sénateurs, pour leur demander d'arrêter, le divestissement, de Shell du delta du Niger et une pétition, pour, les gens au Royaume-Uni pour écrire à vos députés ici, sur le besoin des réparations et sur, ce cas en cours de justice au Royaume-Uni. Alors je vais commencer, avec des questions pour Ken et Nimo. Il y a tellement de choses dans ce qu'a dit, Nanclé, heu sur le pouvoir de Shell, dans les communautés, en Afrique du Sud, et dans le delta du Niger. Le pouvoir de Shell, en fait, le pouvoir de Shell, il est dans les terres, que Shell a eues, grâce à ce colonialisme rampant et ça construit sur, des héritages, d'exploitation, coloniale et raciale, d'exploitation des peuples sans leur, consentement, des notions en fait des peuples comme séparés des terres, ce qui est profondément, colonial, en termes de manière de penser. Donc Léa aussi, et Nimo aussi, ont discuté, du fait qu'il n'y a pas de séparation entre, la crise climatique et les chaînes d'extractivisme. Donc on ne peut pas, tacler, la crise climatique sans tacler, ces chaînes d'extractivisme, et ces lieux, d'exploitation, de gaz et de pétrole. Une clé, importante, c'est que l'extractivisme, c'est crucial, pour le capitalisme. On a besoin de développement, infini, pour pouvoir, maintenir le capital, comme le disait Nonclé. Je voulais demander, à Nimo et à Ken, à quoi ressemble, une justice et des réparations profondes, pour le delta du Niger et pourquoi est-ce que, cette justice doit être, anticapitaliste, et anticoloniale et en fait, c'est pas seulement une question de restauration, du delta du Niger, mais c'est aussi une question de partir en fait de ces notions de croissance infinie et d'extractivisme. Donc, à vous de décider, Ken ou Nimo, qui veut répondre d'abord. Donc, je vais commencer, puis Ken peut continuer après ajouter des points. Alors, vous avez, vous avez contextualisé la question, sur le fait que, la seule chose à dire, c'est que toute cette data, elle doit être comprise en tant qu'écocide. C'est une question de pollution, pollution de tout ce qui concerne la vie des gens, écologique, sociale, une question de dépossession. Heu, En fait, beaucoup
des espèces qui étaient là ont été éradiquées. Donc il doit y avoir, évidemment des réparations, pour les gens et les gens doivent calculer leurs propres, réparations, leurs pertes. Mais c'est impossible avec les finances de calculer, cette perte. Donc c'est symbolique, OK, c'est des milliards, des trillions, mais toutes ces sommes récupérées par des compagnies pétrolières, sont pas suffisantes pour compenser la perte. Deuxièmement, il faut reconnaître que c'est un crime contre notre terre-mère, un crime contre la nature. Ah, on a juste perdu Nimo, son écran bug. On l'entend plus. Ouais, on a perdu Nimo. Je vais donner une seconde pour voir si elle revient. Sinon, Ken, vous pouvez, heu, vous pouvez continuer pour nous. Ben allez-y Ken. Si Nimo revient, on lui donnera la parole. Merci beaucoup, oui. C'est important, de dire que depuis le début, le business de l'extraction pétrolière est colonial et capitaliste. Shell a été donné des licences, en 1938 par les autorités coloniales nigérianes et cette licence n'était pas seulement pour le delta du Niger, mais pour tout le pays. Donc tout le pays a été donné à Shell à l'époque. Tout le pays. Ils ont été donnés des licences pour, aller dans tous les marécages, tous les bouts de terre, de tous les villages. Donc en fait, depuis le début, le consentement, voilà, informé, heu, le consentement libre, informé au préalable n'a pas du tout été établi depuis le début. Depuis le début, l'extraction, par Shell a été une imposition. Mais quand le Nigeria est devenu indépendant en 1960, les compagnies qui ont continué étaient aussi, coloniales, en caractère parce que c'est des compagnies qui ont continué avec les mêmes types de relations de production. Donc en fait, depuis le début, ça a été capitaliste, seulement, intéressé par la génération de profit et profondément raciste. Raciste parce que les pires formes de technologies utilisées, pour l'extraction pétrolière ont été utilisées dans le delta du Niger et continuent d'être utilisées aujourd'hui dans le delta du Niger. Donc on a plus de 50 de l'extraction pétrolière qui se passe dans la région du delta du Niger. 50. C'est extrêmement colonial. Donc, je pense que notre lutte pour rendre, Shell, responsable de cette destruction, ce sont des luttes anticoloniales, profondément décoloniales, qui sont ancrées dans les années, 50 et 60. Notre argument, c'est que dans le contexte du changement climatique, on reconnaît que, le changement climatique, est sérieux, existentiel, le problème existentiel le plus important qui fait face à l'humanité aujourd'hui. Mais on comprend que ce problème a été, causé par les relations capitalistes, et que ce système, en fait, qui a créé, la crise climatique ne peut pas être le même système qui la résout. Si on est dans un système si on est dans un système de colonialisme et de capitalisme, les personnes, pauvres et autochtones du delta du Niger vont être, exclues. Donc pour nous, adresser, cette, crise climatique, ça va bien au-delà de la décarbonisation. C'est une question de tacler les énergies fossiles, les pour les gens d'Europe, et des États-Unis, c'est une question de changement de température, et donc on décarbonise très bien. Mais il faut qu'on aille bien au-delà. Il faut qu'on pense, aux problèmes, créés par, les énergies fossiles. Dans le delta du Niger, ça inclut, le fait que les sources d'eau potable ont été, complètement, polluées,
que ça a créé des cancers, que l'air est pollué, que les terres peuvent pas être utilisées pour planter pour les 50 prochaines années. Et donc ma lutte, elle est anticoloniale. Ma lutte, c'est une lutte, qui se bat contre les compagnies qui ont causé, ces crimes. C'est C'est une question de réparer chaque chose, de restaurer, le delta du Niger à ce qu'il ressemblait avant, les années 50. Réparer la terre, réparer les rivières, rétablir, la pêche, rétablir, la santé des personnes, et compenser tous les dommages, causés. Alors j'ai perdu Ken là. Il y a une mauvaise connexion. Merci beaucoup Ken. Pour, une vision, vraiment pleine de pouvoir, pour la justice. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Alors je peux voir que Nimo est de retour avec nous maintenant. Nimo, est-ce que vous voulez, revenir, parce que vous avez été coupé? Si vous voulez continuer à nous parler de votre vision pour la justice. Merci de nous rejoindre, encore une fois. Oui, j'ai juste perdu ma connexion. Alors je suis revenue, assez tôt pour entendre ce que Ken avait à dire, et vraiment, je suis en accord, complet avec lui. Le genre de changement que j'ai envie de voir, c'est que ces compagnies, ces corporations, en fait, que ces compagnies, déplacent toutes leurs, mauvaises installations pour que le territoire, en fait, ait une chance, de revenir à la vie. C'est une chose. Mais c'est pas seulement vous vendez et vous partez, quoi. Alors, en fait, on parle des bombes qui ont été laissées, en fait, sur ces terres. On parlait du pétrole qui a été laissé à Santa Barbara dans la crique, c'est terrible, il y en a qui ont explosé, en fait, dans le passé, donc ça doit être décommissionné proprement, mais aussi il faut qu'on décolonise notre imaginaire et donc ça nécessite une action, globale. L'âge du pétrole a duré presque 200 ans et c'est, l'heure que cette ère se termine. Il faut qu'on trouve, de meilleurs moyens, pour, notre énergie et il faut aussi qu'on considère, quel type d'énergie, on a besoin, en fait. Donc en fait, on a besoin d'un changement de système monde complet, au niveau global. Toutes nos connexions sont très, précises et donc c'est une question, complètement multi et globale. Merci beaucoup, Nimo. Je vais vous parler de quelques actions parce que c'est demandé pas mal dans le chat, des actions qu'on a commencées, au Royaume-Uni, mais aussi au Nigeria, que vous pouvez prendre, pour soutenir ces campagnes, pour les réparations. Donc, si vous êtes, au Nigeria, vous pouvez voir, les liens dans le chat, et sur l'écran ici. Vous pouvez utiliser ce lien dans le chat pour automatiquement écrire à vos, députés, vos sénateurs. Vous pouvez écrire, à tous les sénateurs dans le gouvernement Nigeria pour demander que Shell et autres compagnies, pétrolières ne peuvent pas partir, du Nigeria sans, nettoyer derrière eux. En fait, c'est hyper important parce que, le gouvernement nigérien a beaucoup de pouvoir, en fait, dans le fait d'arrêter le désinvestissement de Shell. Donc si vous allez dans ce lien qui est dans le chat. Alors
moi vous montrer comment ça peut fonctionner. Ça ressemble à ça. Ici, vous pouvez mettre votre nom. Heu, alors je sais qu'au Nigeria, les adresses sont différentes, donc vous n'êtes pas obligé de mettre une adresse ici. Vous pouvez juste écrire, Port Harcourt, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de mettre un postcode. Vous pouvez commencer, à écrire, voilà, votre nom et cetera, et ça va vous amener à cette page où vous pouvez, appuyer sur envoyer et vous pouvez écrire, à vos députés, au, gouvernement nigérien. Au Royaume-Uni, si vous appuyez sur le lien, vous pouvez ici parler, aux membres du parlement pour leur demander de soutenir, ce cas, cette affaire en justice, heu et de faire une demande, sincère pour des réparations pour les peuples du Delta du Niger. Alors on n'a pas d'autres actions pour le moment, en dehors de celles dans le Royaume-Uni et au Nigeria, mais si vous inscrivez sur, notre newsletter, on peut continuer à vous donner des nouvelles. Mais, pour les gens au Nigeria et au Royaume-Uni, s'il vous plaît, commencez à écrire aux membres du parlement, au Royaume-Uni et aux sénateurs au Nigeria. Alors je vais, maintenant aller à une autre question. Merci beaucoup Nimo et Ken pour vos réponses, à la première question. Je voulais demander en fait, à Noncle, et ensuite à Joe, quelles sont les les problématiques, en fait, avec les moyens légaux, comme Ken et Nimo l'ont dit, beaucoup des luttes pour, la justice vont bien plus loin que les compensations, mais, les moyens légaux peuvent être utilisés de manière stratégique contre ces compagnies. Donc je me demande, en fait, si on peut commencer avec Noncle et ensuite on va aller avec, Joe, sur les limites, d'utiliser, les moyens légaux mais aussi leurs opportunités. Oui, alors les limites, les challenges en tant que communauté, heu, d'utiliser, en fait, les moyens légaux, ça pose un problème financier. Parce qu'amener ces affaires, en justice, c'est très, très cher. En tant que communauté, on peut pas, soutenir les avocats de cette manière-là. On Ça nous pose toujours problème en tant que communauté. Alors on peut faire de notre mieux pour collecter des fonds, heu, mais ça nécessite vraiment une grosse une grosse équipe d'avocats. Par exemple, nous, on nous a dit, que Shell, a énormément d'argent et nous, on pouvait pas en fait, on n'avait pas l'argent pour les avocats. On a réussi, mais ça a été très difficile. Ensuite, une autre limite, c'est de trouver, vraiment, les avocats qui ont, cette passion, une passion pour la vie des communautés. C'est ça, c'est très difficile parce que parfois l'argent, c'est pas assez, en fait. C'est pas assez ça remplace pas la passion de quelqu'un qui, va travailler 24 heures sur 27, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Heu, En fait, on n'a pas besoin d'un avocat qui est assis au bureau, on a besoin des avocats qui vont être avec la communauté, qui vont être présents et c'est hyper rare de trouver des gens comme ça. Donc c'est voilà, c'est des limites, des challenges auxquels on fait face en tant que communauté, quand on fait face à ces problématiques. Merci beaucoup. Ouais, beh, je suis très d'accord. Le coût, c'est évidemment, un énorme challenge, heu et puis c'est complètement inégal parce que Shell a énormément d'argent, infini, en fait, de l'argent infini et en fait, eux, ils peuvent continuer à pousser, au niveau légal et ils peuvent continuer, leur production, sans responsabilité. Pour eux, ça a pas d'importance, le coût.
par rapport aux profits qui se font, en fait. Heu, alors que pour les communautés, c'est pas la même chose. Donc il y a une continuité, d'impunité et de pollution, qui est cachée, en fait, et c'est très, très difficile après pour les communautés, elles, de se restaurer, de régénérer pendant que toute cette pollution continue et que tous ces profits continuent. C'est très inégal. Bon, i on demande, OK, d'un côté, les compensations pour les communautés, mais on demande aussi, deuxièmement, une rémédiation de la terre. L'élément second, celui de la rémédiation, la restauration, nous demande en fait de toujours, heu, regarder ce que Shell est en train de faire, de continuer d'aller en cours de justice encore et encore. C'est pas une solution facile, il y a pas de solution facile, mais par contre, je pense qu'il y a de grosses opportunités dans l'utilisation des moyens légaux et en fait, Shell en a très peur aussi. C'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de se désinvestir. Ils savent très bien que beaucoup de communautés maintenant, des communautés, partout au Nigeria, demandent justice et rémédiation et donc c'est très fort ça. Même dans le cas, de la communauté bodo, c'est on a vu, le plus gros projet de restauration de mangroves dans le monde et donc ça a eu un impact significatif, par rapport à ce qui aurait été fait sans le cas légal. En termes, Alors, on a fait des demandes de liberté d'information, sur les échanges entre le Royaume-Uni et le Nigeria et Shell et on voit vraiment que Shell essaie de partir le plus vite possible, là. Donc, ça veut dire que nos efforts, légaux, en fait, ont été positifs, pas sans challenge, bien sûr. Merci beaucoup, Joe. On a appris à l'assemblée générale de Shell, qu'on voulait vraiment pas heu, qu'ils sachent, en fait, que les actifs sont en train d'être vendus, leurs actionnaires, en fait, devaient pas savoir ça, à l'assemblée générale. On l'a bien vu. Est-ce que d'autres gens, ont des questions ici dans la salle? S'il vous plaît, postez les questions dans le chat. Alors, la liste des sénateurs, quelqu'un nous dit que la liste des sénateurs pour le Nigeria, en fait, est pas, actuelle, pas d'actualité. Donc on va envoyer un email à tout le monde avec une liste correcte des sénateurs. Merci, de nous avoir fait cette remarque, c'est important. Ouais, on va faire des corrections à la liste et on va vous envoyer une update. Alors je voulais demander, à, bah, n'importe qui dans la salle, hein, n'importe qui veut répondre. Pourquoi, est-ce que c'est important qu'on prenne une approche internationaliste, dans notre activisme et notre organisation? Entre les connexions entre le Royaume-Uni, le Nigeria, l'Afrique du Sud. Comment est-ce qu'on peut s'organiser ensemble pour les réparations? Qu'est-ce que les gens ont vu heu, comme les routes les plus réussies pour s'organiser internationalement? Merci de mettre en lumière, vos expériences de campagne, pour la justice, et pour les réparations. Mais laissez-moi dire, rapidement, dans ce monde, avec tant d'interconnexions, en fait, je définis pas la pollution et l'injustice comme, ayant, des frontières comme ça. La solidarité, c'est le moyen, pour aller vers de l'avant. On doit travailler ensemble, chaque personne consciente de ces injustices doit travailler ensemble. Tout le monde va être affecté par ces choses et quand on se rejoint ensemble, par exemple dans ce webinaire,
pour, partager nos expériences dans différents lieux, on devient plus fort, faisant face à cette lutte, en sachant qu'on a, les mêmes expériences partout. Par exemple, les networks de pêcheurs, qui sont en lutte, contre ces crimes, ils voient en fait, qu'ils ont du pouvoir, dans ces luttes, ils voient qu'ils peuvent, se tenir ensemble, et avec, la solidarité internationale, vu que les compagnies pétrolières ne respectent pas, les populations locales, ça fait plus force. En fait, dans les pays où ils font du forage pétrolier, les compagnies ne respectent pas les décisions. Donc au Nigeria, il y a eu des milliers de jugements contre Shell, dans la Cour suprême. Donc en fait, la solidarité globale, elle est vraiment nécessaire, pour faire opposition à ces compagnies, pour faire, honorer ces jugements, dans chaque pays et cetera. Et on a pu en fait, être où on en est aujourd'hui, merci à, la solidarité, internationale. Ces compagnies, qui détruisent, elles ne reconnaissent pas les frontières, nationales. Notre stratégie dans la solidarité internationale, c'est celle de, en fait, se mettre ensemble. Tous ceux qui se battent contre la destruction de l'environnement et de la vie se mettent ensemble contre le capital, parce que le capital ne reconnaît pas, en fait, cette vie-là et cette interconnexion-là. On est où on en est aujourd'hui grâce à la solidarité internationale. On peut s'organiser mieux. Regardez-nous à l'assemblée générale de Shell, enfin, c'était incroyable. En f en fait, Michaela Loach a pu parler pour la voix, de milliers, de millions de personnes dans le delta du Niger, ce jour-là à l'assemblée générale de Shell, et en fait, c'est ça la solidarité, internationale. Elle a pu parler pour, toutes ces personnes ce jour-là. Merci beaucoup, Ken. Si, quelqu'un n'a pas vu, le speech de Michaela encore, à l'assemblée générale, de Shell, on va envoyer le lien, après ce webinaire, ouais. Donc, Clay, est-ce que vous voulez, ajouter, quelque chose, sur la solidarité internationale, et l'activisme? Oui, ce que je peux vous dire, c'est que la solidarité est très importante. On doit être sûr qu'on est solidaires, les uns et les unes avec autres, parce que, si le changement climatique nous affecte tous, il y a pas de frontières pour ça non plus. Alors il faut tous qu'on soit ensemble, là-dedans. Il faut qu'on préserve nos terres, et notre environnement comme ça. Alors on va, terminer avec un poème, de Nimo. Ça, c'est pour Ken et Nimo. On a une question du chat. Alors une question sur les challenges, de désinvestir en fait, du pétrole et du gaz, surtout pour un pays comme Nigeria où, c'est très dépendant en fait, l'économie nationale est très dépendante sur le pétrole et surtout parce que le pétrole a détruit les autres formes d'économie, et d'économie de subsistance en fait, du pays. Donc, si Ken ou Nimo voulait répondre à cette question du chat.
Alors, je vais vous dire un peu d'histoire, je vais vous donner un peu d'histoire. Le Nigeria, en fait, allait bien mieux, quand il y avait pas de pétrole dans le pays. On le sait. Le premier shipment, de pétrole en dehors du Nigeria était plus de 1 000 barils et maintenant on est à, plus de 2 000 barils chaque jour. Donc c'était un secteur, qui voilà, qui grandissait vraiment en expansion. Mais donc tout le reste a commencé à décliner, hein. Heu, L'industrie a décliné, le transport a décliné, la manufacture a décliné et donc on a complètement commencé à dépendre, du secteur pétrolier. Le second point, c'est que le pétrole n'est pas en fait ce qui donne, du profit et de la richesse au Nigeria. Ça, c'est pour le gouvernement fédéral. C'est en fait, c'est 90 des richesses du gouvernement, c'est le pétrole, mais c'est absolument pas, les richesses du PIB. Ce qui contribue le plus au PIB, à la richesse, du Nigeria réellement, c'est, d'abord l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est la plus grande contribution au PIB du Nigeria. Les échanges dans le pays, les télécommunications, ça aussi. Donc même si le pétrole partait maintenant du Nigeria, ça n'affecterait pas majoritairement, le PIB, la richesse du Nigeria, en réalité. En réalité, on n'est pas, dépendant du pétrole comme on aime le dire. Non, non, le gouvernement et les richesses du gouvernement sont, dépendantes, du pétrole. Donc il faut qu'on change notre pensée là-dessus. Et ça, c'est, voilà, bon, en termes de transformation économique, on parle de retourner vers, la pêche et l'agriculture. Mais d'abord, il faut réparer, restaurer, nettoyer, le mal qui a été fait, par, la production de pétrole. Merci pour cette question. Alors on va fermer, le webinaire, maintenant. On pourrait continuer encore plus longtemps, et on pourrait continuer à rêver ensemble. Merci beaucoup à tout le monde, de nous avoir joints, du Nigeria, d'Afrique du Sud, du Royaume-Uni, et d'ailleurs partout dans le monde. Ça a été vraiment super de nous avoir avec nous. On a partagé beaucoup d'informations aujourd'hui, beaucoup de moyens de participer en fait à ces luttes. Ne vous inquiétez pas si vous, n'avez pas pu écrire, assez de notes là-dessus. On va envoyer un email à tout le monde, qui nous a joints aujourd'hui avec, l'enregistrement et avec, les actions à suivre, pour ces luttes. Merci à beaucoup, aux personnes qui ont participé, à ce webinaire. Merci pour votre courage, pour votre connaissance, pour votre expérience. Vraiment, on a hâte de construire plus de solidarité ensemble. Et je vais fermer, aujourd'hui en passant, par Nimo, heu, qui va lire de sa collection de poèmes, Je vois l'invisible, heu, aux gens. C'est une collection magnifique de poésie. Vraiment, on a beaucoup de chance, d'avoir Nimo qui lit pour nous aujourd'hui. Après le poème, on va juste simplement fermer, donc vous pouvez, aller vous balader, aller réfléchir sur ce qu'on a discuté, et puis oui, vous pouvez quitter la réunion. C'est le webinaire. Je vais passer à Nimo maintenant. Étouffé par la convenance. Eh, alors j'allais juste commencer à lire et j'ai perdu le courant, il y a plus d'électricité, mais c'est pas grave, je vais commencer. Alors étouffé par la convenance. La convenance et la cupidité, les 2 voleurs entre lesquels nous sommes cloués.
Devons-nous leur pardonner en voyant qu'ils savent exactement ce qu'ils font? Ils sont considérés comme bon marché, hissés au rang de l'efficacité. Nous avons été séduits, dénudés, crachés dessus, giflés, notre dignité traînée dans les océans bruts, notre fierté rôtie dans les fours ardents des compagnies pétrolières. Commodité et cupidité, les deux voleurs entre lesquels nous sommes sacrifiés. Nous nous noyons dans les montagnes de plastique. Le plastique engoufflit le monde. Les baleines, les crocodiles, les hippopotames et les tout-petits se régalent des feuilles de leur dernier repas. Bovins, moutons, lapins, chèvres, antilopes et enfants malchanceux restent prostrés, nourris de fatals mensonges en plastique. Les autopsies sont refusées, funérailles retardées. Les pleureuses payées pleurent des hurlements sans larmes. Commodité et cupidité, les deux voleurs entre lesquels nous sommes enveloppés. C'est là que se trouve la génération sourde, mariée au podium des mensonges, qui a nié les cris de notre mère la terre, accro à la destruction efficace, accro à la facilité, accro à la vitesse. Un monde dans une course folle vers le point de basculement. Température élevée, inondations galopantes, incendies violents, sécheresse qui s'aggrave, des terres désertifiées, marais pollués et océanisés. Les yeux ouverts, les bras liés, nous construisons les barricades. La solidarité efface la cupidité. Il est temps d'accepter les inconvénients et de répondre à l'appel de notre mère, la Terre.